Entretien avec Thierry Jousse de France Musique, ça a commencé. On me fait signe que ça a commencé. Eh bien, venez vous faire dédicacer et à la rencontre de Philippe Sard et Thierry Jousse pour un entretien et une dédicace. Anthologie des musiques de films de Philippe Sard, ça se passe maintenant au JBR. Effectivement, ça a commencé. Je confirme. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre le fil de votre pensée. Vous disiez que vous parliez d'abord du film avec Claude Sauter avant de parler de musique, finalement. On parlait d'abord du film. Et ce qui est important, c'est d'avoir le film. C'est sûr d'avoir le film. Et dès qu'on a vu le film, on avait la clé. On pouvait écrire, rentrer dans ce que sera la musique après. Et pour Claude, c'est toujours un plaisir, la musique. Donc il gardait un petit peu comme, on va dire comme quelque chose de pas angoissant pour lui, et au contraire, c'était du bonheur. Ce qui t'angoissait le plus, c'était de faire le film. Et j'étais prévu pour l'encourager. Vous avez la réputation d'être un compositeur qui a un œil particulièrement aigu sur le montage des films. Ça avait été dit de vive voix par Bertrand Tavernier, par exemple, et d'autres réalisateurs l'ont dit. Vous aviez un regard très précis sur ce qui était au fond le montage d'un film. C'est-à-dire que je pense que le montage d'un film, la musique va dépendre de la manière dont le film est monté. La musique va pas jouer son rôle. Donc le montage est très important. C'est pour ça que j'ai très souvent collaboré avec le monteur pour obtenir une structure simple pour accueillir une musique que j'allais faire après. Est-ce que ça veut dire que c'était des moments sans dialogue ou pas forcément? Par exemple. Non, des moments avec dialogue, mais si c'était monté d'une certaine manière, ça fonctionnerait avec la musique. Ce qui est frappant souvent d'ailleurs dans vos musiques, et par exemple chez Sauter, mais ça peut être vrai pour d'autres réalisateurs, c'est qu'il y a une couleur très particulière qui justement fait partie non seulement de l'ambiance, mais même du récit d'une certaine manière. Comment vous imaginez au fond ces couleurs, moi j'appelle ça des couleurs parce que c'est un peu comme un peintre, et qui sont identiques, qui sont à la fois incarnés par des instrumentistes d'ailleurs très particuliers, puisque vous avez souvent choisi des musiciens qui avaient une sonorité très particulière. On en parlera peut-être, mais vous avez travaillé avec Stan Getz par exemple, avec d'autres, c'était avec Faulkner, ça pour Morna Pourri, Chet Baker et d'autres, et des solistes de toutes sortes. C'est important cette idée de la couleur d'un instrument dans une musique. Ah oui, c'est capital. C'est ce qui donne l'ADN définitif de la musique. Et un soliste est là pour retransmettre ce que j'ai pensé. Et à chaque fois, ça a été un coup de chance et un coup du bonheur de rencontrer et d'avoir la possibilité de rencontrer des musiciens de jazz comme des musiciens classiques qui me donneraient une couleur que j'attendais de la musique que j'avais écrite. Ce qui est assez frappant aussi chez vous, enfin dans votre musique, c'est que vous avez été dans des directions très variées, et ça va, vous parlez du jazz, mais enfin il y a du tango, il y a des musiques au contraire très orchestrales, où l'orchestre est vraiment le cœur de la musique, il y a des choses qui sont presque un peu manouches dans le style, enfin bon, il y a vraiment beaucoup de styles très variés, et en même temps on reconnaît une musique de Philippe Sard, ça fait partie des compositeurs qui sont reconnaissables
premières notes quasiment. Enfin, c'est évident, il n'y en a pas tant que ça des compositeurs qu'on peut reconnaître de façon. Comment vous voyez ce paradoxe un peu entre la diversité d'inspiration qui est nécessaire et en même temps cette idée que finalement un compositeur est toujours là et que c'est toujours lui qui est à l'œuvre. Bon, merci Thierry de mettre le point sur quelque chose qui me touche particulièrement, c'est-à-dire être reconnu sans faire la même chose. Et je crois que j'ai pu le faire grâce à la confiance des metteurs en scène qui voulaient avoir une musique que je créerais, mais qui voulaient également avoir cette espèce de style très, très proche de chaque metteur en scène pour laquelle je la faisais. Je pense à Tavernier, je pense à Alice Leclerc, je pense à Taï, je pense à tous ces gens-là qui m'ont fait confiance. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que c'est comme un hommage à tous ces gens-là. Oui, c'est le fruit d'un dialogue aussi entre vous et le réalisateur la plupart du temps. Un dialogue. Et oui. C'était. Un dialogue et une confiance aussi. Parce que le dialogue est très important quand vous rentrez dans l'univers d'un metteur en scène pour bien comprendre ce qu'il a voulu faire. J'ai toujours été très conscient de la place qu'il m'a donnée. Et donc je suis rentré dans son univers à chaque fois, j'espère, plus proche. J'exprimais des fois des choses qui ne correspondaient pas à ce qu'il attendait. Et finalement, ça a fonctionné parce que c'était son univers. Vous parliez, vous avez mentionné Bertrand Tavernier, qui a été un de vos compagnons de route, et réciproquement de plus longue haleine, parce que vous avez commencé à travailler avec lui dès son premier long métrage en 1974, donc avec L'Horloger de Saint-Paul, et le dernier film que vous avez fait avec lui, c'était Quai d'Orsay, ça devait être en 2013, donc c'est quand même une longue carrière. Alors c'est une carrière intermittente, puisque c'est pas tous les films de Bertrand Tavernier que vous avez mis en musique, enfin c'est un certain nombre de films qui sont parmi les plus importants. On peut citer Le Juge et l'Assassin, on peut citer Coup de Torchon, par exemple, et il y en a d'autres, La fille de D'Artagnan plus tard. Et alors j'ai eu l'occasion, il se trouve que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois Bertrand Tavernier, notamment dans les 10 dernières années de sa vie, et il était très passionné par la musique du film, par la musique tout court et par la musique du film, et il m'a beaucoup parlé de vous. Et il m'a raconté que vous l'aviez aidé même avant qu'il soit réalisateur, parce qu'avant qu'il soit réalisateur, c'était un cinéphile, il avait été attaché de presse, et vous l'avez aidé pratiquement pour démarrer sa carrière de cinéaste. Alors, disons que j'ai essayé de lui donner du courage, de s'accrocher au scénario de Roger Saint-Paul, qui était refusé à droite et à gauche par des producteurs. Je lui disais, Bertrand, confiance, tiens, un film, faut absolument que tu me restes proche des producteurs. Finalement, ils acceptent de produire ce film. J'ai même été jusqu'à
parler des acteurs Philippe Noiret et Jean Rochefort. Je sais même qu'il y a, quand il de raconter une histoire, c'est qu'il avait choisi un autre rôle, un autre acteur pour le rôle de Jean Rochefort. Et lui dit, on va chez Jean Rochefort et il formera un vrai couple avec Philippe Noiret. Et ça, je dois dire, il m'a écouté et ça a donné l'horloger de Saint-Paul. Et plus tard, dans un film des Enfants gâtés, j'ai fait chanter Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel, qui étaient ces deux acteurs fétiches. D'ailleurs, je profite, puisque vous parlez des Enfants gâtés, il y a un truc très, enfin, il y a un procédé très intéressant dans des Enfants gâtés, parce que vous avez adapté une musique de Marin Marais que vous faites jouer, donc musique baroque, par des musiciens de jazz qui sont deux saxophonistes et deux contrebassistes. Voilà. C'est un challenge aussi pour moi d'adapter cette musique pour ces deux instrumentistes qui étaient par deux. Et les Enfants gâtés restent une belle aventure, une belle rencontre avec des musiciens de grande envergure, comme les deux contrebassistes et les deux saxophonistes. Et je dois dire que la musique de Marin Marais se prêtait très bien à cette digression. Alors, vous avez souvent des idées très singulières dans la conception des musiques. Je peux en citer deux qui sont très différentes. Une, c'est la musique du choix des armes d'Alain Corneau, dans laquelle vous donnez aux deux contrebassistes, encore deux contrebassistes, mais c'est pas les mêmes cette fois-ci, Ron Carter et Buster Williams, le rôle quasiment de soliste, alors que l'orchestre est derrière. Ou alors, dans un tout autre registre, la musique du locataire de Polanski, où vous utilisez un instrument très rare. Je crois que c'est Mozart qui l'a utilisé pour la première fois, l'harmonica de verre, l'instrument qui produit une sonorité très, très étrange, un peu fantomatique, un peu. D'où ça vous vient ces idées de mise en scène finalement musicale? Parce que c'est l'ordre de la mise en scène. C'est l'ordre de la mise en scène et quand vous entendez parfaitement avec un metteur en scène, vous arrivez à faire passer votre envie de lui apporter plus que de la musique fine, c'est-à-dire de lui construire un univers qu'il ne retrouvera pas ailleurs. Et vous avez cité les films. À chaque fois, j'ai essayé quand même de le faire, c'est-à-dire de mélanger des instruments, des sonorités, pas attendues. Ce qui a été toujours une source de discussion très intense avec le metteur en scène pour arriver à lui faire accepter mes choix. Puis j'y suis arrivé grâce encore une fois à leur confiance. Il y a eu des moments où c'était vraiment très difficile, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments de résistance très forte de la part du metteur en scène. Est-ce que vous avez des exemples de moments comme ça, un peu de tension, parfois, et que ça arrive entre compositeurs et réalisateurs? Oui, c'est arrivé même avec Bertrand Tavernier. On n'était pas d'accord sur certains
certaines. Mais Bertrand avait le talent de me donner le nom d'un instrument qui pouvait tout d'un coup faire rentrer la musique dans un ensemble, comme par exemple le didgeridoo dans Quai d'Orsay. Il disait à Bertrand, et c'est ce qui m'a ouvert l'espace pour la musique. C'était mieux d'avoir affaire à un compositeur, à un réalisateur qui était plutôt mélomane, comme c'était le cas de Bertrand Tavernier ou Claude Sautet, ou au contraire, parfois avec des réalisateurs, j'imagine que c'est pas des gens qui connaissent particulièrement bien la musique. Qu'est-ce qui est mieux pour vous? Est-ce que vous en fichez? Je m'en fiche. Je m'en fiche parce que ce qui compte, c'est d'avoir quelqu'un d'attentif. Si j'ai quelqu'un d'attentif qui va écouter ce que je vais lui dire et ce que je vais faire, la partie est gagnée. J'ai besoin de quelqu'un qui me fasse confiance, encore une fois. J'utilise beaucoup ce mot-là, mais il n'y a pas d'autre mot. Parce que c'est finalement, vous arrivez avec la musique, et la musique c'est comme un orchestre fantôme, comme dirait Bresson, qui se greffe à une image, et donc qui a besoin réellement de faire partie de l'univers du metteur en scène, pour être accepté, et pour que le film l'accepte surtout. Je voudrais qu'on parle un peu d'un ou deux ou trois solistes, justement, je faisais allusion tout à l'heure, avec lesquels de solistes prestigieux et presque très importants dans l'histoire de la musique, on peut dire, auprès du jazz, avec lesquels vous avez travaillé au moins une fois. Je pense à Stan Getz, qui est le soliste d'une musique somptueuse, que j'adore, qui est une de mes préférées, qui est celle de Mordin Pourri de Georges Lautner, donc un polar avec Delon, Maurice Renet et beaucoup d'autres. D'ailleurs, il y a un casting dans ce film, qui est un film assez mélancolique d'ailleurs. Et comment c'est arrivé cette histoire de Stan Getz, qui avait un petit peu participé à des musiques de films, enfin très peu quand même à cette époque, et qui est vraiment le cœur de cette musique au fond. C'est-à-dire que Lautner m'avait dit ce qu'il faudrait, c'est peut-être un soliste du style de Stan Getz. Mais non, ce qu'il nous faut, c'est pas du style, mais il nous faut Stan Getz. Et je dois dire que lorsque j'ai convaincu Stan Getz de venir jouer la musique que j'avais écrite pour Mordin Pourri, il y avait une ressemblance étrange entre lui et Alain Delon. Un regard bleu acier. Et donc c'était gagné. C'est-à-dire que c'est un peu le saxophone de Getz, c'est un peu le personnage d'Alain Delon finalement dans le film. C'est le personnage d'Alain Delon dans le film. Et il fonctionne grâce à un physique similaire. Un souffle. Le souffle de Stan Getz se marie parfaitement avec la voix d'Alain Delon. D'ailleurs, je crois qu'il y a un des thèmes qui s'appelle Dans le regard d'Alain Delon, il me semble, dans la BO. Parce qu'en fait, c'est pour rendre hommage à Alain Delon, qui était l'inspirateur de la musique, pour laquelle je me suis battu pour avoir les gens que je voulais pour jouer cette musique. Et il y a eu aussi Chet Baker dans Flic ou Voyou, qui est
Non, qui n'est pas de Lautner. Lautner. C'est Lautner aussi, oui, c'est ça. Bon, Chet Baker qui a lui aussi de temps en temps collaboré la musique du film, enfin pas de façon très fréquente. Ça s'est passé comment avec lui? Parce qu'il avait la réputation d'être, comment dire, pas toujours d'une fiabilité absolue en matière d'horaire ou en matière de. Tout en étant un musicien fabuleux. Qu'est-ce que vous êtes? Il s'est passé une chose étrange, c'est que quand Chet Baker est arrivé chez moi, il était complètement, on va dire, à l'ouest. Et sa femme m'a rassuré, m'a dit, ne vous inquiétez pas, demain, pendant l'enregistrement, il sera exactement, il vous donnera exactement ce que vous attendez. Et à l'enregistrement, Soundgate, c'était étonnamment précis. Chet Baker. Chet Baker était étonnamment précis. Une précision foudroyante, qui m'a surprise par rapport à l'homme que j'ai rencontré la veille. C'est ce genre de rencontres qui m'ont fait croire à ce que à utiliser très souvent des musiciens de jazz parce que ils ont la manière de rentrer dans votre univers de manière très sensuelle. J'allais vous demander justement si vous n'aviez pas une attirance particulière pour le jazz, parce que finalement il y a beaucoup de musiciens dans les solistes dont je parlais qui sont des musiciens de jazz. Voilà. J'ai cité peut-être les deux plus prestigieux, Getz et Chet Baker, j'ai cité Ron Carter et Buster Williams, mais enfin on pourrait en citer beaucoup d'autres. Les deux saxophonistes qui étaient dans la musique des Enfants Gâtés, c'était Johnny Griffin et John Surman. Enfin voilà, il y a beaucoup de musiciens de jazz qui ont contribué à votre... Est-ce que ça veut dire que vous avez, vous, une attirance particulière pour le jazz, ou pas particulière, ou pas spécialement? Oui, particulière. Quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de jazz. Je me suis dit, tiens, un jour, si je fais ce métier, j'aurais peut-être la chance de les avoir. Et je veux dire que cette chance, je l'ai eue d'avoir tous ces musiciens de jazz qui m'ont donné leur couleur, qui ont donné leur couleur à ma musique. Donc j'avais réussi, par ce pari un peu enfantin, de les réunir lors d'un enregistrement. Il y a une chose aussi qui me frappe dans votre, disons, dans certaines des musiques que vous avez composées par rapport aux films auxquels elles sont destinées, c'est qu'il n'y a pas, parfois c'est surprenant, c'est-à-dire que ce ne sont pas les musiques qu'on attendrait spontanément sur tel ou tel film. Par exemple, je prends un exemple d'une musique très curieuse, enfin très curieuse dans le bon sens du terme, très étonnante, c'est celle de Sept morts sur ordonnance de Jacques Rouffio. Donc il y a un film de 76 ou 17 avec Gérard Depardieu, Michel Piccoli, Charles Vanel et un certain nombre d'autres. On peut dire je ne sais pas comment on peut l'appeler, on disait dans le temps drame psychologique, bon, on dit qui se passait dans un hôpital en province, et c'est un film noir certes, mais vous avez composé une musique qui est une sorte de messe, alors assez sombre comme ça, avec peut-être une influence un peu de Debussy, et puis des chœurs. C'est une musique complètement surprenante, si on veut, par rapport à cet univers provincial de notables. C'est pas ce qu'on imagine, disons. C'était une bagarre contre tous d'imposer cette musique, pas avec Jacques Rouffio, parce que Jacques est de mon côté, mais il fallait que je convainc les autres personnes de faire une sorte de messe avec
avec comme une messe vaudou, et qui correspondait à ce qui se passait dans le film. C'était issu directement du scénario. C'est pour ça que ça a plu à Jacques, qui m'a donné son accord, et j'ai pu la faire donc sans problème. Il y a aussi dans un certain nombre de musiques, et je pense là plutôt à Ferreri peut-être, ou à des gens comme ça, c'est des musiques qui sont un peu des musiques qui ont un côté un peu nostalgique, et ce genre j'en entends d'ailleurs, je crois, de loin un extrait d'une de vos musiques, il me semble, je ne sais plus pour quel film c'est, mais où il y a, je crois que c'est pour la race des Sémins peut-être, je ne sais plus, et parfois vous avez aussi cette tonalité un peu presque années 20, années 30, qui vient un peu teinter les films d'une forme de nostalgie, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est une nostalgie que je n'ai pas connue. C'est peut-être pour ça qu'elle est là. Elle est présente dans plusieurs films. Et j'avais beaucoup de chance d'avoir pu rencontrer les gens qui jouaient cette musique, les solistes qui jouaient cette musique. Hubert Rostin par exemple. Par exemple, Hubert Rostin, par exemple, Stéphane Grappelli. C'est aussi un des grands solistes avec qui vous avez travaillé régulièrement. Régulièrement parce qu'il m'apportait ce côté du passé tout en étant indémodable. C'est pas toujours sur des films justement qui seraient des films rétro, parce que par exemple dans un film de Ferreri, qui est peut-être je crois le premier avec lequel vous avez, sur lequel vous avez travaillé dans sa carrière, Lisa, avec Deneuve et Mastroianni notamment, le thème principal est assez, là aussi, relève un peu de ce parfum un peu des années 20-30, alors que le film, lui, n'est pas du tout dans cette catégorie. Non, pas du tout. C'est un film qui aurait pu être musiqué d'une manière beaucoup plus moderne, mais ça aurait enlevé tout le charme de cette vision qu'avait Ferreri du sujet de Melampo, qui est le vrai titre de la Lisa. Et Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni formaient un couple tout à fait exceptionnel. Des maris et femmes à l'époque d'ailleurs. Oui. Mais ça se sentait à leur jeu. Qu'ils avaient une relation totalement particulièrement proche et un échange permanent. C'est assez intriguant d'ailleurs cette collaboration que vous avez eue avec Marco Ferreri qui a duré une bonne dizaine d'années, parce que finalement quand on pense à Ferreri on ne pense pas forcément à la musique, et en même temps quand on écoute vos musiques de Ferreri, ça renvoie tout de suite. La plus célèbre étant la rumba de la Grande Bouffe, qu'on entend dans le film, mais on peut citer La Dernière Femme, on peut citer Rêve de singe, on peut citer Conte de la folie ordinaire, on peut citer Lisa, donc ça veut dire Touche pas à la femme blanche, c'est-à-dire tous les films de Ferreri de cette période qui est un de ses âges d'or, vraiment. Quel rapport vous entreteniez avec ce personnage assez haut en couleur, on va dire, très, très intelligent, très singulier? Un rapport, quelqu'un qui aimait être surpris par la musique et qui comprenait pourquoi j'étais si exigeant avec les enregistrements de ces musiques. Je pense à La Grande Bouffe par exemple, où j'ai fait une trentaine de prises pour arriver à cette espèce de véritable
écoute exacte pour que la musique soit. Quand elle est jouée, on n'a plus l'impression que c'est une musique écrite pour le film, mais quelque chose qui sort de la tête de Ferrari. En fait, il fallait que toujours que je me mette à la place du metteur en scène pour des fois leur faire admettre la musique que j'allais leur proposer. C'est vrai ce que vous dites sur La Grande Bouffe, on a l'impression que la musique sort du film, qu'elle n'est presque pas une musique de film, mais qu'elle fait partie de l'univers des personnages, qu'elle coule naturellement, quoi, d'une certaine manière. Oui, elle sort des personnages, elle sort de l'ambiance totalement particulière qu'a le film. Et donc il fallait vraiment que cette musique que j'ai enregistrée avant le tournage a été une musique qui a inspiré Marco durant tout le tournage. C'est pour ça qu'elle revient à plusieurs reprises, interprétée de manière différente, des fois par les acteurs, par le petit orchestre que j'avais constitué, qui faisait de cette rumba une petite danse macabre, finalement. Ça veut dire que vous étiez sur le tournage? J'étais sur le tournage c'était assez amusant de diriger les acteurs. Par exemple, Michel Piccoli avait un rôle totalement très difficile à tenir. Et la musique, je pense, l'a aidé. Il joue une des versions du film, d'ailleurs, une des versions dans le film au piano, de façon un peu amateur. Mais... Exactement, il joue de manière amateur, mais très émouvante, le thème du film. Piano. Et sa mère était pianiste, hein, je crois, d'ailleurs. Son père aussi. Son père, oui, tout à fait. Son père était professeur. Et il a d'ailleurs appris avec son père le thème du piano. C'est assez amusant que vous sachiez, connaissiez cette histoire qui donne à Piccoli une grandeur tout à fait particulière. C'est peut-être le comédien avec lequel vous avez le plus eu affaire en tant que compositeur, parce qu'il y a beaucoup de films. Bon, déjà Sautet, mais c'est pour Ferrari. Il y a deux réalisateurs qui ont fait pour Piccoli. Rufio, enfin on le retrouve, il est aussi dans cette mort sur ordonnance, dans le sucre. Il y a beaucoup de. Et j'ai entendu une archive il y a un certain temps, des années, je ne sais pas quand elle datait exactement, peut-être des années 70, où justement Michel Piccoli parlait de vous comme des musiciens qui étaient très proches. Enfin, on sentait, et c'est rare que les acteurs parlent des musiciens. J'ai pas souvent entendu parler tel ou tel acteur d'un compositeur. Là, il y avait chez Piccoli une espèce de façon de vous considérer comme un frère oui, d'une certaine façon, un frère de sang, je ne sais pas, quelque chose. C'est pas, vous l'avez bien connu? Je l'ai bien connu, et j'avais de longues soirées de discussion avec lui, et quand je lui faisais une musique, je pensais à ces heures passées petit et à cette force qu'il avait d'échanger de manière tellement amicale et fraternelle que je retrouvais dans le film après, qui me permettait d'y aller sans peur, de foncer sans peur
été un des compositeurs sans doute les plus précoces de l'histoire de la musique de film, hein, puisque vous avez commencé à 20 ans. Ça veut dire qu'à 30 ans, vous étiez déjà à la tête d'une œuvre assez énorme, hein, que les années 70, c'est quand même une période très dense. Vous travaillez beaucoup avec des réalisateurs très variés. Vous êtes aussi bien le musicien d'auteurs dont on a parlé, qui sont quand même des auteurs dits pointus, mais aussi des grands films populaires. Est-ce que ça a été finalement un avantage ou un inconvénient d'avoir démarré si tôt dans ce métier où les gens démarrent quand même en général 10 ans plus tard, la plupart du temps? Ça a été un avantage finalement. Un inconvénient, c'est devenu un avantage. Parce que j'avais peut-être l'occasion d'être plus... Quand j'avais envie d'imposer quelque chose, je l'imposais avec une fougue plus grande, ayant rien à perdre en fait. Parce que j'ai commencé tellement jeune que j'ai pu imposer certaines choses qui ne me seraient peut-être pas venues si j'avais eu plus, on va dire, pas plus de métier, mais plus âgé. Beaucoup de compositeurs de plus anciens, enfin plus âgés que vous, je pense à Antoine Duhamel ou à Pierre Janssen par exemple, avec qui j'ai eu l'occasion d'interviewer il y a longtemps, se plaignaient que les compositeurs de musique de film n'étaient pas reconnus au fond dans leur génération, la génération plutôt des années 60, comme des compositeurs à part entière, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de sous-estimation permanente des compositeurs pour le cinéma qu'on considérait un peu à l'époque comme une forme de sous-musique. Bon, c'est plus le cas aujourd'hui, fort heureusement, dans une période dominée par la musique sérielle, par Boulez, par... Bon, voilà. Comment vous avez vécu ça, vous, ce statut, entre guillemets, de compositeur de musique, de film? Est-ce que vous l'avez quand même perçu comme justement quelque chose qui était un peu en sous, je ne sais pas comment les formuler exactement, mais enfin voilà, ou est-ce que vous avez souffert de ça, ou au contraire, est-ce que ça c'était déjà quelque chose de réglé au fond pour vous et pour la période où vous avez travaillé? Pour moi, c'était... Pour moi, c'est pas gênant que les metteurs en scène me fassent confiance à un type jeune. Parce que un type jeune peut être des fois une source d'inspiration plus grande pour un metteur en scène. Et ça, je l'ai connu avec chacun. Je crois qu'on va s'arrêter là, si vous voulez bien, et remercier chaleureusement Philippe Sarde pour votre effort. Je m'excuse d'avoir été un petit peu hésitant. Pas de problème. Je crois que tout le monde a bien entendu ce que vous vouliez dire. Donc, on a fait quand même un tour d'horizon assez large, je crois, des musiques, de différentes musiques qui ont une importance dans votre carrière. En tout cas, vous pouvez acheter en toute quiétude et en toute sécurité, si je puis dire, ce coffret qui est passionnant et dont je me sers beaucoup pour faire une série d'émissions en ce moment même sur Philippe Sarde, sur France Musique. J'en fais un peu de pub pour moi aussi, enfin pour ça, Philippe Sarde aussi. Et c'était une mine. Voilà. Merci Philippe. Merci.
Ah oui, oui, j'ai vu.